Bonsoir à tous. Écoutez, on va commencer directement donc la conférence. Toute petite précision sur mon parcours un petit peu, parce que pourquoi je parle de ça ce soir un peu? Bon, parce que en fait donc j'ai une formation au départ de géologue, et puis je me suis très vite intéressé à l'archéologie, et en particulier, bon, pour ma thèse par exemple. Donc j'ai fait une thèse qui est basée sur les relations entre l'homme et le volcan, et en particulier sur les retombées volcaniques de la chaîne des Puys, dont on va parler assez longuement ce soir, mais pas que. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cette double casquette un peu de géologue et d'archéologue, et donc depuis ce temps maintenant il existe un nouveau terme qui s'appelle un géoarchéologue. Voilà. Et donc ce soir, nous allons voir un peu des événements naturels extrêmes, et en particulier on abordera l'impact qu'ils ont eu sur l'environnement, les paysages et les populations. Et pour parler de tout ça, j'ai pris l'exemple de la Limagne d'Auvergne, hein, on y est. Et puis j'ai pris aussi un espace-temps qui est donc entre moins 15 000 ans et le 6e siècle de notre ère. Pourquoi cet espace? Parce que d'une part, comme on va le voir tout à l'heure, le début de cet espace est très intéressant pour les variations climatiques. Et puis pour la fin de cet espace, c'est intéressant parce qu'on a un phénomène assez net en Limagne, dont on parlera tout à l'heure, qui se passe vers le 5e, 6e siècle, et qui est très intéressant pour l'archéologie, me semble-t-il. Voilà. Donc du coup, l'exposé que je vais faire aujourd'hui est articulé en deux parties. La première partie, donc, c'est le temps des volcans. Donc je parlerai dans cette première partie donc, de l'éruption paroxysmale, c'est-à-dire très importante, du puy de la Nugère, donc le puy de la Nugère au-dessus de Volvic, hein. Ensuite, on abordera l'édification de 3 volcans à magma trachytique de la chaîne des Puys. On verra tout à l'heure, je vous expliquerai un peu à quoi ça correspond. Ensuite, on abordera alors quelque chose qui n'est pas un volcan, mais qui se situe dans cet espace-temps, qui est un niveau rouge en Limagne, un niveau rubéfié. Et là, je me suis posé la question, que s'est-il passé il y a 7000 ans en Limagne d'Auvergne? Enfin, on abordera alors des recherches très récentes en fait sur des témoins d'éruptions très récentes justement de la chaîne des Puys qu'on a pu repérer. C'est ce qu'on appelle des téphras qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qu'on appelle des cryptotéphras. On verra ça tout à l'heure. Voilà donc pour cette première partie. Pour la deuxième partie, on abordera donc la fin de la période gallo-romaine et les premiers temps du Moyen-Âge. Et c'est à cette période-là qu'on aura deux choses qu'on va voir et qui sont presque liées. On le verra sur les coupes de terrain que je vais présenter. C'est à la fois des séismes qui se produisent et des inondations très dévastatrices qui ont lieu en Limagne à cette période-là. Mais avant d'aborder ces deux parties, je voulais revenir sur quelque chose d'important, me semble-t-il. On a abordé un peu le thème tout à l'heure. C'est dans la période du temps des volcans, donc entre 15 000 et 8 000 ans. C'est une période charnière dans l'histoire climatique terrestre. Et en ce moment, avec les dérèglements climatiques, etc., je pense que c'était bien qu'on rappelle un peu ce qui s'est passé dans cette période-là pour notre Terre, pour montrer un peu que ces variations climatiques, qui sont globales, bien sûr, donc pas spécifiques à ici, mais qui sont quand même des événements extrêmes aussi, que l'homme préhistorique a vécu de façon sûrement extrême. Alors, si on regarde j'ai pas de marque, voilà, vous voyez la petite main là, donc on va pouvoir regarder ça. Donc, si on regarde ce premier diagramme, on voit ici une courbe, hein, avec des oscillations très importantes. En fait, il s'agit d'une courbe qui représente la variation du volume des glaces au pôle. Et cet enregistrement du volume des glaces est en relation directe avec l'enregistrement
de la composition isotopique de l'oxygène qu'on va mesurer dans ces carottes, et par là même, donc, on va faire une relation directe avec la température terrestre, la température moyenne terrestre. Donc, en gros, si on part du bas, donc vers 21 000 ans, là, on voit qu'on est dans une période donc plutôt de positive dans le volume des glaces. Donc, on est dans une période froide ici. Donc, toute cette période-là, on est dans une période froide. Et donc c'est ce qu'on appelle le pléniglaciaire final, c'est-à-dire la fin de la dernière glaciation, et aussi ça correspond à la fin d'une grande période géologique qu'on appelle le Pléistocène supérieur. En fait, après, à partir de, on va dire un peu plus de 15 000 ans, entre 15 000 et 15 200 ans, on a un réchauffement extrêmement brutal, vous le voyez ici, la courbe part vers la droite. Et donc là, on a, et je vais insister sur ces variations qui sont extrêmement brutales. Là, on est en train de vivre un réchauffement bon, qui a autre chose, mais, parce qu'il y a l'intervention humaine. Mais ici, on voit que sans l'intervention humaine, la Terre a vécu des périodes de réchauffement extrêmement brutales. C'est-à-dire que ce réchauffement-là, de ce qu'on appelle donc le passage au tardiglaciaire ici, c'est fait en quelques centaines d'années. On a eu un réchauffement brutal. Faut bien imaginer qu'on passe d'une période extrêmement froide qui correspond, ici en Limagne, on avait quelque chose qui correspondait à la Sibérie. Hein, on avait des sols gelés en permanence, on avait des glaciers qui étaient à nos portes. Enfin bon, et d'un seul coup, on va passer ici à la période qu'on appelle le Böling à le Rudd, à quelque chose où on a du boulot, la forêt qui commence à se développer, des animaux, la faune qui change, etc. Donc vous imaginez bien que l'homme, il a fallu qu'il s'adapte. Et ça, c'est très intéressant parce que aussi, l'adaptation de l'homme à ces périodes-là va montrer un changement brutal aussi entre des chasseurs-cueilleurs qui vont progressivement passer à des agriculteurs et des éleveurs. Donc ensuite, c'est pas fini au niveau du climat parce que il va y avoir un coup de froid très brutal lui aussi qu'on appelle le Dryas récent ici, et donc on retourne à des conditions steppiques ici, voilà. Donc ça c'est très intéressant aussi. Et ensuite on a vraiment, alors à nouveau un réchauffement qui correspond à la période où on est actuellement, c'est-à-dire l'Holocène, c'est-à-dire le post-glaciaire, la période tempérée dans laquelle on est encore ici. Donc voilà, donc ça c'était très intéressant. Mais ça c'est la courbe, disons, générale des choses. Mais là, avec une vision un peu, avec des échelles un peu différentes, on voit des choses très intéressantes. On voit qu'au cours d'une période froide, par exemple, on a de temps en temps des réchauffements, c'est ce qu'on appelle des événements. Par exemple ici, le 2, on a un événement. Et vous voyez que cet événement va durer quelques centaines d'années. Donc, c'est des variations. On a l'impression ici de vivre, quand on écoute un peu les médias, tout ça, on a l'impression de vivre quelque chose de très brutal. Mais il faut bien imaginer que naturellement, il y a des choses brutales qui se passent sur Terre. C'est pas uniquement à cause de l'homme. Voilà. Donc ensuite, on a aussi, là, par exemple, dans le début de l'Holocène, alors en événement encore plus brutal, c'est ce pic-là qu'on appelle l'événement de 8200 ans, ici, et c'est aussi une centaine d'années. Donc on a un refroidissement très brutal qui se produit dans une période globalement chaude. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais vous montrer avant d'attaquer le cœur de la conférence. Parce que je pense qu'il faut avoir cette notion-là ça fait partie des événements brutaux que l'homme a subis. Alors, on va attaquer donc le temps des volcans. Hein, donc, du coup, on va d'abord donc se replacer dans l'espace. On est, comme tout le monde le sait ici, à côté d'une chaîne volcanique qui s'appelle donc la chaîne des Puys. Cette chaîne des Puys, donc, il faut compter à peu près une centaine de volcans, du nord au sud. Elle est donc parallèle à la faille de Bordière de Limagne, la faille occidentale de la Limagne, ici.
Et donc, elle fait environ, ici, si on prend ces deux extrémités, une trentaine de kilomètres de long sur 4 kilomètres de large si on compte le début des coulées ici. Voilà. Et donc, ce qui correspond à peu près à un édifice volcanique pour 2 km². Donc, c'est quelque chose d'assez dense quand même, comme on le voit sur le schéma. Cette chaîne qui a commencé à se constituer à 80 000 ans et qui a fini de se constituer par le Pariou qui est un peu plus au sud ici, par le Pavin, pardon, qui est plus au sud, va donner à la fois des coulées de lave, donc c'est ce qu'on voit de part et d'autre, là, les langues qui partent de la chaîne des puits, mais surtout, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque éruption, il va y avoir un dépannage de cendres, des coulées pyroclastiques, etc., qui vont partir loin du volcan et qu'on va retrouver en Limagne, ici, dans le bassin limanier. Et en Limagne, on appelle ça donc des téphras, c'est des cendres volcaniques, en fait, que l'on trouve en position distale par rapport au volcan. Et moi, par exemple, j'en ai étudié à peu près 11 pour l'instant, et il y en a 2 ou 3 autres que j'ai pas mis dans cette liste, mais qui sont potentiellement à rajouter dans quelques temps aussi dans cette liste. Donc on a au moins 11 téphras reconnus juste ici, autour de Clermont-Ferrand, par exemple, dans le bassin, dans le marais de Limagne. Je vous ai mis une photo, ici on voit très bien ces deux niveaux, ici, et puis celui-ci qui est un peu en biais ici, noir, qui sont deux de ces téphras. Donc vous voyez que c'est des choses qui peuvent être quand même relativement épaisses, hein, donc plusieurs dizaines de centimètres. Là on a à peu près 30-40 cm d'épaisseur pour CF3 et puis une vingtaine de centimètres pour CF1 qui est ici. Donc voilà, les téphras, comme on les voit dans les coupes, normalement, parce qu'il y a des exceptions, ça se présente à peu près comme ça. Donc on va attaquer maintenant l'éruption paroxysmale du puits de la Nugère. Alors le puits de la Nugère est situé donc dans la partie nord de la chaîne, ici, en face de Volvic, qui est ici, et qui a donné, déjà je vous le dis d'emblée, donc lieu à quelque chose que tout le monde connaît, c'est la coulée des pierres de Volvic qui sont exploitées à Volvic, bien entendu. Donc c'est le puits de la Nugère qui a fait cette coulée qui a été largement exploitée pour la construction à Clermont-Ferrand et dans toute la région. Alors ce puits, il a une histoire un peu compliquée, mais qu'on va résumer ici. Donc il faut imaginer qu'au départ, on a un volcan ancien, enfin une phase ancienne de ce volcan ici, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais ensuite, à ce qu'on a appelé la Nugère réellement, va se produire une explosion très très importante qu'on appelle paroxysmale, c'est-à-dire qu'une explosion, alors je vais employer des termes que je vais être obligé d'expliquer parce que sinon ça va être un peu compliqué. Le magma va rentrer en contact avec de l'eau superficielle et on va avoir une explosion. C'est ce qu'on appelle une éruption phréato-magmatique. Et donc là, on a une éruption phréato-magmatique très puissante qui forme un anneau de tuf pyroclastique qu'on voit ici et un cratère très important. Ce cratère, au cours de la fin de cette éruption paroxysmale, va se remplir d'un lac de lave. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, on va avoir une phase qu'on va appeler la phase effusive, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins violente, la lave, elle va plutôt couler qu'exploser, et donc on va avoir, le lac de lave va déborder, bien entendu, les coulées vont se mettre en place, en particulier la coulée qui donne la pierre de Volvic, et on va avoir des cônes stromboliens, c'est toute cette partie-là, et en particulier le puits de la Louve, c'est pour ça qu'on a appelé cette phase la phase du puits de la Louve, qui est ici, va se constituer sur le volcan. Et donc on va voir que cette éruption-là, lors de cette éruption-là, on va avoir en Limagne le dépôt d'un complexe téphrique qu'on appelle CF1A, CF1B, et qu'on voit ici dans la coupe, c'est ces deux niveaux de cendres grises, gris-noir, ici, et qui sont dus toutes les deux à l'explosion du puits de la Nugère. Alors, j'ai mis ici des vues des petits fragments de lave qu'il y a à l'intérieur pour vous montrer que pourquoi on reconnaît CF1A et CF1B, parce que dans CF1B, en plus des éléments pas très vésiculés comme celui-là, on a des éléments beaucoup plus vésiculés, avec une petite différence chimique, enfin je passe sur les détails, mais qui nous prouvent de façon certaine que ces deux volcans
que ces deux téphras proviennent bien de ce volcan-là. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui pour nous, c'est que, cette éruption, elle va faire un dépôt en Limagne qui est très épais, puisque vous voyez ici, on a 10, 20, 30, plus de 30 cm, 35 presque centimètres d'épaisseur pour l'ensemble de ces dépôts. Ici, dans ce secteur-là, qui est dans le secteur, cette photo est prise dans le secteur entre Sébaza et Jarza. Voilà, et donc l'âge de la mise en place de cette éruption, si on fait une moyenne avec toutes les dates que j'avais eues à l'époque, on avait environ 13 500 ans. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ces deux téphras, donc, ce complexe téphrique va se positionner dans l'amélioration climatique qu'on a vue tout à l'heure, qui s'appelle la Lereud, et ce téphra, ce complexe téphrique va devenir un marqueur pour cette période-là, pour l'Auvergne, mais également pour l'ensemble de la France, puisque l'éruption a tellement été violente que ces cendres volcaniques ont été retrouvées en Suisse et dans le plateau dans les lacs du Jura, pardon. Donc voilà. Et donc cette éruption, si on fait une moyenne de l'épaisseur de ce téphra en Limagne, on va se rendre compte qu'on aurait à peu près, pour vous donner une quantité de ce qui est retombé ici par exemple, mais largement en Limagne, on aurait à peu près 15 000 mètres cubes de cendres à l'hectare. Si je prends une moyenne de 15 cm, qui est vraiment le plus faible qu'on peut prendre. Donc vous voyez que la Limagne, il faut imaginer qu'à ce moment-là, toute la région est complètement recouverte de au moins 15 cm de cendres. Donc bien sûr, la végétation va être perturbée, la faune, bien sûr, par contre-coup aussi, et bien sûr, l'homme qui est présent va l'être aussi. Et là, on va voir ici un exemple du téphra CF1A qu'on a découvert donc à Landes, à côté de Clermont-Ferrand, et qui est un faciès particulier de CF1A qu'on a appelé le téphra des Gargailles au départ, puisqu'on n'était pas certain, quand on l'a fouillé au début, de la corrélation avec CF1A. Maintenant, on en est sûr, donc c'est pour ça que j'ai mis en haut, j'ai mis le téphra des Gargailles égale le téphra CF1A pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et là, chose très importante, on voit bien que ce téphra qui est ici, donc, recouvre à l'avant, on voit ici des foyers, ici, et donc recouvre un habitat de plein air préhistorique, qui est un habitat asilien. Pourquoi asilien? Parce qu'il correspond à une civilisation particulière de la fin de l'épipaléolithique, donc de la fin du paléolithique, dans laquelle on trouve des pointes, je vous en ai mis 3 ici, qui sont typiques de cette période-là et qu'on appelle des pointes asiliennes. Si on regarde, ça c'est une lame mince qui montre le contact très net entre le téphra au-dessus et le niveau asilien en dessous. Donc là, on a le sol, et donc on avait les outils, la faune qui se trouvait ici, et puis après, donc le téphra est arrivé. Donc tout ça veut dire que, en fait, le téphra est tombé sur ce sol et a complètement fossilisé le niveau asilien. Alors, entre parenthèses, les téphras donc, sont des événements brutaux très extrêmes qui peuvent donc être très perturbants pour l'environnement, etc. et pour l'homme. Mais d'un autre côté, pour nous géologues, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont aussi de très bons fossilisateurs. Donc par exemple, là, ils vont fossiliser tout le niveau archéologique qu'on avait ici. Alors là, je vous ai mis une photo d'un petit fragment de lave. Donc c'est les petits points noirs qu'on voit ici. Là, vous voyez, ça fait 20 microns, donc c'est tout petit. Et pour vous montrer que donc ils sont assez déchiquetés ces éléments, et d'après la forme de ces éléments, on peut effectivement montrer que ce téphra provient bien d'une explosion extrêmement violente, donc d'une explosion phréatomagmatique extrêmement violente. Voilà.
Et je vous ai montré, je vous ai mis ici un relevé du sol, de la surface du sol juste sous la retombée, qui montre beaucoup de choses parce que, comme je vous l'ai dit, donc ce téphra il a fossilisé le sol et on voit que, vous voyez ici tous ces ronds avec ces racines, en fait, il a fossilisé les souches des arbrisseaux qu'il y avait là. Et donc on peut dire que par exemple les hommes se sont installés à côté d'un bosquet d'arbres. Et donc on a tout l'emplacement de tous les arbres qu'il y avait autour enfin des arbres, plutôt des petits arbres hein, que des gros arbres. Et donc on voit là l'emplacement de ces arbres. Ici on a quelque chose qui est rempli par des cendres encore, et en fait c'est un terrier de blaireaux. Et on avait aussi des terriers de campagnols, etc. Et dans un de ces terriers, on a trouvé 2 squelettes de campagnols et qui étaient donc asphyxiés par les cendres. Et on a fait une datation. Et on a une datation extrêmement précise, donc, sur ces deux petites bêtes qui sont mortes sous les cendres, de 13 031 ans, plus ou moins 44 ans en âge calibré. Donc, en gros, il faut retenir maintenant que l'âge de ce téphra est à 13 000 ans. Voilà. Donc, et alors, une chose encore très intéressante, vous voyez sur ce schéma, on voit des petits points ici. Là, bon, c'est un peu petit, je ne sais pas si. Oui, si vous voyez quand même. En fait, ce sont des terriers d'abeilles solitaires, et donc qui font à peu près 1 cm de profondeur, 1,5 cm de profondeur, et donc quand la cendre est tombée, ça s'est infiltré dans ces petits trous, et donc ça s'est fossilisé. Et la présence de ces milliers de petits trous à la surface du sol montre que pour une fois, on a la surface réelle du sol. Parce qu'en général, les paléosols, ils sont toujours rabotés. Mais ici, puisque les terriers ils font que 1 cm, donc il ne nous manque absolument pas d'épaisseur du sol. C'est pour ça que le site, d'ailleurs, Azilia, est très très bien préservé. Voilà, donc pour l'éruption de la Nugère. Et on continue toujours sur l'éruption de la Nugère, puisque si on regarde cette carte ici, on voit donc que le complexe téphrique CF1A, CF1BA va se disperser très loin, donc comme je l'ai dit, en Suisse et dans les lacs du Jura, mais aussi il va se disperser vers le sud. On a des tas de témoins, par exemple dans toutes les tourbières, à la Gaudivelle par exemple, etc., dans toute cette partie-là. Et donc il va avoir une orientation, disons, est-nord-est. Donc toute cette zone va être recouverte de cendres. Il y en a beaucoup aussi d'éléments qui ont été retrouvés dans le marais de Ravel. On en a trouvé aussi dans les sites préhistoriques d'Enval. On en a trouvé dans tout le Forez. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a, je vais employer un terme un petit peu tartiné, pas mal, quoi. Et donc on a 2 autres retombées qui sont liées toujours à cette phase paroxysmale du puits de la Nugère. Non, une autre retombée qui est liée à cette phase paroxysmale du puits de la Nugère, c'est ce que j'ai mis ici en bleu, ciel, qui est avec un lobe de dispersion beaucoup plus nordique, mais beaucoup plus petit aussi, et qu'on a appelé donc le téphra de la Moutade, puisqu'il a été trouvé à la Moutade, à Villeneuve-les-Cerfs, et il n'y a pas très longtemps, on l'a trouvé jusqu'à aussi avec Perse, etc. Voilà, et donc je vous ai mis quelques photos toujours de ce téphra. Donc ici vous voyez le téphra dans le paléosol toujours de la Lereune, hein. On vient ici. Ici, donc avec Perse, à la faveur d'un ravin, d'un petit ravineau, on a une concentration de cendres ici qui peut être très épaisse, puisque là on a quand même des cendres qui font ce qu'on appelle des congères de cendres qui font plus de 50 cm d'épaisseur, et on est très loin du volcan. Et ici, je vous ai mis une diapositive réalisée lors d'un diagnostic archéologique à Ménétrol, à côté de Clermont, à côté d'Orient, pardon, où on voit très bien donc le paléosol de la Lereune, ici, c'est cette partie grise, sur lequel on a le téphra CF1A
ou le téphra de la moutade. Mais maintenant que j'ai avancé un peu sur la chimie, je peux vous dire que c'est vraiment le téphra de la moutade. Et ici, un autre téphra par-dessus, mais ça, bon, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant aussi, là, on va aborder un autre des types de phénomènes catastrophiques qu'on a eu en Limagne, c'est qu'ici, vous voyez un ravinement très important. Et ce ravinement est le témoin d'une crise humide, que j'ai appelée une crise humide, ou une crise d'augmentation de la pluviométrie et des nappes phréatiques en Limagne, et qui se déroule donc à une période plus récente qui est le boréal. Et donc cette crise climatique, oui on peut dire, a été reconnue dans beaucoup de secteurs du marais de Limagne et est considérée comme effectivement un événement aussi assez perturbateur et assez important en Limagne. Alors cette crise, elle reprend toujours, vous voyez, beaucoup de cendres. Ça donne des sables très gris, très noirs, ce qu'on appelle des sables mélanocrates. Et il faut bien imaginer que dans toute cette période, il y a tellement de cendres qui arrivent en Limagne qu'on a une perturbation énorme de tout le drainage qui se passe. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose, on a l'impact premier de toutes ces retombées, comme on vient de voir, mais on a un second impact, si j'ose dire, c'est que la perturbation des drainages, etc., et tout, va faire que la Limagne va devenir... D'abord, il va y avoir les cours d'eau vont être modifiés, les versants vont être déstabilisés, l'humidité du marais va augmenter, etc., etc. Et ça, on a pu le voir aussi grâce à des études palynologiques qui montrent que l'arrivée d'un téphra dans une séquence sédimentaire va complètement perturber la pluie polénique, par exemple, etc. Donc voilà, donc tout ça montre bien que toute cette éruption, donc paroxysmale du puits de la Nugère, est quelque chose d'extrêmement marquant pour cette période-là. Et donc l'homme qui vivait là l'a subi forcément. Et là, donc on va changer maintenant de volcan, si j'ose dire, voilà. Et on va parler maintenant, on va parler un peu d'éruptions un peu plus récentes, qui sont des éruptions que j'appelle à magma trachytique. Alors, toute petite diversion avant d'aborder le truc, pour vous dire que les laves, elles sont classées, elles partent d'un pôle pauvre en silice, qui est le basalte par exemple, et qui sont des laves plutôt sombres, noires, et qui vont vers des laves de plus en plus riches en silice, vers un pôle donc siliceux, qui sont des laves plus claires, blanches quasiment, qui sont donc des trachytes et des rhyolites. Pour vous donner un exemple, par exemple, que tout le monde connaît, tout le monde est monté au Puy-de-Dôme, vous voyez, la lave du Puy-de-Dôme, elle est blanche, enfin crème. Voilà, donc ça c'est un trachyte. Donc c'est pour ça, et alors là on va parler de trois de ces volcans dans la chaîne des puits qui sont le puits Vassé, le cratère Kilian et le puits Chopin. Ces trois volcans donc, ont un magma trachytique donc très riche en silice, et donc ces magmas qui sont très riches en silice sont très visqueux. Donc lorsque la lave va sortir, on va avoir quelque chose de visqueux qui va sortir et qui va être extrêmement explosif aussi parce que les gaz sont très comprimés à l'intérieur. Donc on va avoir ce qu'on appelle la formation de dômes ou d'aiguilles. L'exemple d'école, c'est le Puy-de-Dôme, hein, ou le Sarcouy, c'est pour ceux qui connaissent le Sarcouy. Voilà, on a un gros dôme qui va se former. Et si l'éruption s'arrête là, et ben, on a un dôme, une espèce de grosse bulle qui se forme. Mais la plupart du temps, malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Lorsque ce dôme va croître, il va y avoir une explosion, parce que les gaz sont très comprimés, et donc une explosion de ce dôme, et donc on va avoir des coulées pyroclastiques, c'est-à-dire quelque chose qui va partir, non pas trop en hauteur, mais plutôt à ras du sol, et qui va brûler toute la végétation autour, etc., etc. Et donc c'est ce qui se passe sur ces trois volcans. Et aussi, à un moment donné, après cette explosion de ces dômes,
on va avoir bien sûr un autre dôme qui va, qui va recroître à l'intérieur, mais entre-temps, on peut avoir ce qu'on appelle une explosion, une éruption à cheminée ouverte, c'est-à-dire que malgré la viscosité du magma, on va avoir des choses qui vont monter, on va avoir une colonne éruptive qui va se former avec des cendres qui vont donner des téphras, mais aussi cette colonne éruptive, elle est très lourde, et à un moment donné, elle va s'écrouler sur elle-même et elle va donner aussi des coulées pyroclastiques qui sont extrêmement destructeurs. Voilà, donc c'est des volcans qui sont très très dangereux et très destructeurs. Et dans la chaîne des Puys, on en a quand même quelques-uns. Donc on a toujours on considérait avant comme des volcans assez petits, donc et on se rend compte maintenant qu'en fait, c'était des volcans qui n'étaient pas si petits que ça et qui ont donné des grosses éruptions avec des choses très destructrices. Et donc, on va commencer par parler donc moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on a trouvé donc en Limagne. Et je vais commencer par le téphras que j'ai appelé CF5, qui est attribué au Puy-Vassé, ici. Et donc, vous voyez dans une séquence sédimentaire, ici, c'est ce niveau rouge. Enfin, je l'ai mis en rouge ici, et en fait, il est blanc, hein, comme on le voit sur la photo, qui est complètement déformé, ici, et qu'on a donc dans la séquence. Donc, tout ça veut dire que lors d'une des phases de l'éruption du Puy-Vassé, on a des cendres qui viennent donc en Limagne et qui recouvrent encore une fois, parce que vous voyez que là, toute cette séquence ici, depuis là jusque là, c'est que des cendres volcaniques. Alors là, j'en ai pris une au milieu pour vous montrer, mais il faut imaginer que la Limagne a été régulièrement remblayée par des cendres volcaniques. D'un autre côté, ça va donner la richesse des terres noires de la Limagne. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, voilà la retombée CF5, ici, que j'ai photographié donc, sur le site des Gravenches. Et alors, je vais en profiter ici pour vous parler donc de la première crise sismique aussi qui est enregistrée dans les sédiments de Limagne, parce que vous voyez bien que par contraste, que cette retombée blanche, elle est complètement déformée par des déformations ductiles, donc non cassantes, hein, c'est quelque chose qui se déforme, et ces déformations sont ce qu'on appelle des séismites, qui sont extrêmement caractéristiques d'un séisme. C'est-à-dire que c'est comme quand on jette une pierre dans l'eau, les sédiments qui sont encore meubles, eh ben, ils vont faire des vagues, et c'est ce qui a été fossilisé ici, c'est ce qu'on appelle donc des séismites. Et donc ça c'est très intéressant parce que on a donc une crise sismique qui est enregistrée juste après donc le dépôt du téphras CF5. Donc le téphras CF5, je ne l'avais pas encore dit, donc est daté d'environ 9000 ans. Et donc on a une crise sismique qui se produit, disons on va dire vers entre 8500 et vers 8500, on va dire. Et alors je vous ai mis quand même deux photos ici donc des produits de cette éruption dans la chaîne des Puys, donc au pied quasiment du volcan, parce que cette éruption, lorsqu'on l'étudie au pied du volcan, là les coulées pyroclastiques, donc ces écoulements chauds et turbulents qui se produisent au pied du volcan, vont détruire toute la forêt qu'il y a sur le plateau des Dômes à cette époque-là. Et là, on voit donc les branches de cette forêt. Et ici, dans la coupe, ici, on voit ici un tronc d'arbre carbonisé par l'éruption. Donc, il faut imaginer que cette éruption du Puy-Vassé est extrêmement dévastatrice, à la fois sur le plateau des Dômes, où elle détruit toute la végétation, et en Limagne, où elle va déposer ses cendres. Le deuxième téphra dont je vais parler, c'est le téphra CF7 qui est attribué au cratère Kilian. Le cratère Kilian est un volcan qui se situe ici, juste au pied du Puy de Dôme. On ne le voit pas quand on passe à côté, puisque c'est un des volcans de la chaîne qui en fait ne forme pas un édifice, mais plutôt un cratère, donc en contrebas dans la forêt, donc on le voit pas. Et donc du coup on a ce volcan qui va produire lui aussi des retombées. Ici on voit ce petit niveau blanc, ici de petits blocs blancs, les voilà en plus gros, hein, le faciès de la retombée.
Et aussi, alors là, ce qui est très 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 intéressant, c'est que les coulées pyroclastiques qui, jusqu'à présent, par exemple pour le puits passé, on avait vu qu'elles étaient sur le plateau des Nômes, mais ces deux coulées, elles vont fournir deux coulées qui vont atteindre la région de Clermont. Là, ici, on voit qu'elles ont emprunté, en fait, des vallées qui entaillent la faille bordière de la Limagne et vont faire des dépôts, comme ici, vous voyez, ce dépôt jaunâtre, là, qui vont ennoyer la région. Et ça, c'est des faciès, donc d'écoulement pyroclastique, et c'est des choses qui sont extrêmement destructeurs aussi pour la région. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que tous ces événements-là ont été en relation avec des habitats préhistoriques. Et en particulier, donc, à côté de Clermont, on a un site qui s'appelle les Patureaux, et donc avec un site mésolithique qui a été recouvert par une pluie de petits blocs de trachyte, comme ça, il y a environ 8500 ans. Donc un deuxième événement très important au niveau de ces volcans. Le troisième, c'est ce que j'ai appelé la formation de Marsat, et qui sont les produits distaux. Oui, là il y a une faute, tiens d'ailleurs, ça c'est le correcteur d'orthographe, c'est disto, c'est pas disco, de l'éruption du puits Chopin. Donc le puits Chopin, le voilà. Donc vous voyez, là on a au milieu ici ce qu'on appelle une protrusion, c'est-à-dire un dôme mais qui est un peu plus pointu. Et donc il va donner lieu, lui, à quelque chose de très important, c'est une grosse coulée pyroclastique qu'on va reconnaître jusque dans le secteur de Riom et de Marsat, donc à plus de 11 km du point éruptif. Et c'est toute cette partie orangée qu'on a au sommet de la coupe ici, et qui vont recouvrir ici, à nouveau, un gisement mésolithique, où là, je vous ai mis un petit outil, un petit triangle scalène, qui vient du niveau mésolithique qui a été recouvert par l'éruption du puits Chopin. Et cette éruption, donc, elle va produire ici ce qu'on appelle un lard, c'est-à-dire une coulée boueuse qui va complètement noyer la vallée, perturber le drainage, etc., etc. Et donc là, ce lard, il va en particulier former des barrages. Et lorsque ces barrages dans cette vallée vont céder, il va y avoir un lard de deuxième génération, c'est le niveau 3, qui va donner ces alluvions torrentielles, qui sont uniquement constituées de trachyte d'ailleurs, hein, et dans lesquels on a trouvé des troncs d'arbres qui ont été entraînés par cet écoulement boueux torrentiel. Et enfin, le niveau 2, c'est des petites cendres fines qui finissent l'éruption. Et tout ça se passe donc vers 9500 ans. Donc vous voyez que ces trois événements catastrophiques pour la Limagne se situent tous dans un intervalle de temps extrêmement réduit. Et donc tout ça, tous ces événements-là perturbent les drainages, encore une fois, perturbent la végétation, etc. etc. D'autant plus que là, on est dans une période de réchauffement, là, le début du réchauffement de l'Holocène, et donc là, la forêt qui commence à s'installer va être perturbée pour quelques dizaines, centaines d'années. Alors, une toute petite parenthèse là aussi, il ne faut pas aussi croire que cette catastrophe, elle est catastrophique, je vais dire, elle est sur le moment. Parce que l'homme, il va revenir très vite hein, après. Et parce que aussi la végétation va reprendre très vite sur ces choses-là. Donc il faut rester quand même modéré sur ces... On a voulu voir un temps, à un moment donné, certains chercheurs, il y a une cinquantaine d'années, on dit « Ah oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'éruptions à cette période-là, ben, l'homme n'est pas présent parce qu'on n'avait pas trouvé de gisement mésolithique, par exemple, en Limagne. » Et en fait, non, c'est parce qu'on ne les avait pas trouvés, tout simplement. Mais en fait, non, l'homme, il est toujours présent. Même, et là, par exemple, pour la période mésolithique, il est même présent sur le plateau granitique à quelques kilomètres des volcans. Donc, vous voyez, il est présent. Hein, donc, c'est catastrophique, mais ça reste quand même des zones habitables. Mais ça perturbe les choses. Par exemple, on s'est rendu compte qu'à Marsat, les hommes, ils ont chassé beaucoup d'aurochs, ce qui est complètement anormal pour cette période-là. Alors on peut se demander pourquoi il y avait tant d'aurochs en Limagne. Alors bon, il y a eu des études de fait là-dessus, on n'est pas encore certain, mais il se pourrait que justement toutes ces perturbations liées aux éruptions aient fait que la Limagne était plus propice
à des grands troupeaux de rocs que plutôt du cervidé ou du cheval, enfin, etc. Donc voilà, donc il y a plein de questions qui ne sont pas encore résolues, heureusement, parce que ça nous fait un peu de travail. Voilà, et donc on continue sur cette problématique. Alors là, on change complètement de choses, et donc ça, c'est un événement qui s'est produit en Limagne, donc il y a environ 7000 ans, mais on va voir, je crois que j'ai mis la date précise, une des dates précises que j'ai pour l'instant, mais qui sont toujours en discussion sur cette chose-là, c'est lorsqu'on fait des diagnostics archéologiques en Limagne depuis maintenant quelques années, quelques dizaines d'années, et ben, régulièrement, on trouve, vous voyez ici, sur cette coupe, un niveau que j'ai appelé le niveau rouge de Limagne, vous voyez, ici, qui est super net, qui est très pratique pour nous parce que c'est un repère, mais alors qu'on ne peut pas louper, ou alors là, on est mal. Et vous voyez, là, sur cette carte, j'ai mis donc tous les points, toutes les petites étoiles rouges chez les endroits où on l'a observé ces dernières années. Et la grosse étoile bleue, ici, c'est des diagnostics et des fouilles qui ont été réalisées au niveau de l'aéroport de Lna, où on a eu la chance de pouvoir étudier de façon extrêmement précise ce niveau rouge. Là, j'ai mis la liste à côté des lieux qui ont été observés, mais bon, c'est juste pour montrer que c'est vraiment très concentré au niveau du marais de Limagne. Voilà, donc justement des photos qui montrent l'extension en planimétrie ici de ce niveau rouge. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un niveau rouge en Limagne, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas quelque chose qui fait 2 mètres carrés, c'est quelque chose qui là, à Olna par exemple, fait presque 2 hectares en continu, hein, ce qu'on a décapé. Voilà. Donc le voilà aussi, on le voit ici en plan, on le voit en coupe devant, on le voit en coupe derrière dans la séquence sédimentaire, et ici on le voit très très bien, donc en coupe avec un très beau niveau de marécage noir, là, ici en dessous. Voilà, ici on le voit de plus près. Alors on voit que ce niveau, en le voyant de plus près, on voit qu'il n'est pas uniforme, hein. On a des niveaux grossiers, des niveaux fins, des niveaux grossiers. Je vais aller vite là-dessus, mais tout ça est en cours d'étude. Mais bon, vous voyez, ce niveau rouge est vraiment quelque chose d'extrêmement marquant en Limagne. Le voilà encore sur une coupe, alors dans le secteur Djerza, ici, et on le voit en lame mince, ici. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que juste en dessous de ce niveau, on a le téphra dont on vient de parler tout à l'heure, le téphra CF7, ici, qui est constitué donc par des fragments de trachyte et qui a été daté de 8460 ans, plus ou moins 147 cal.bp, et j'ai réussi à faire une datation sur des charbons de bois contenus dans le niveau rouge, et donne donc 7741 plus ou moins 75 cal.bp. Et donc, bon, j'ai arrondi pour vous avez à retenir pour l'instant ce chiffre de 7700 ans. Mais cette datation, pour l'instant, est encore incertaine parce que là, je vais refaire des datations sur des nouveaux échantillons et je pense qu'on va avoir peut-être une petite modification. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est comment s'est formé ce niveau rouge. Parce que c'est ça le problème. Donc il y a eu beaucoup d'hypothèses. Il y a eu une hypothèse d'abord anthropique, c'est-à-dire qu'on a imaginé que les premiers agriculteurs, mais vraiment en premier, et commencé pour faire du défrichage, on mis le feu au marais, et donc on brûlait le marais. Ou on fait de l'écobuage. Mais ça s'explique si on a des températures plus faibles, et aussi si on a des choses qui sont sur des superficies assez restreintes, surtout pour l'écobuage. Et là, on se rend compte qu'en fait, on a quelque chose de continu, sur tout le marais de Limagne, pratiquement, sauf là où bon, la sédimentation l'a déblayé par endroits, mais apparemment, c'était continu. Et alors, ce qu'il y a de plus encore extraordinaire, c'est que, vous voyez ici, dans ce niveau rouge, on a des endroits où on a des choses plus violacées, comme ici, des concentrations de choses violacées, qu'on aperçoit ici aussi, de plus près, et si on les regarde un peu plus près encore, on voit que ça ressemble à des scories de fondu. Et effectivement, la masse, on voit bien que c'est quelque chose de fondu,
ce qui est confirmé en microscopie électronique à balayage. Et on voit que par exemple des grains de quartz ont été tellement fondus qu'ils sont devenus spongieux et ont formé des gouttes, comme ici. Alors tout ça montre que ça a chauffé, au moins très localement, à plus de 1000 degrés. Donc là, il faut imaginer un événement qui a absolument incendié l'Allemagne avec des températures autour de 1000 degrés par endroit. Donc ça pose quand même un gros problème. Et d'autant plus que la végétation, parce qu'on se dit ça peut être un incendie de forêt, donc les bois de la forêt vont tomber, ça va faire une chaleur qui va rester au sol pendant longtemps, bon, comme on a vu dans les Landes, enfin bon. Et oui, mais là, il n'y avait pas de forêt. Il n'y avait que des graminées, des joncs du marais. Et c'était un marais, donc il y avait des fois, en hiver, et tout ça, il y avait une tranche d'eau, il y avait 2-3 cm d'eau, puisqu'on a des diatomées qui montrent que c'était en eau. Donc comment faire brûler quelque chose en eau à 1000 degrés? Pas de problème. Donc, alors on a évoqué aussi des incendies de marée, c'est-à-dire du méthane qui sort et qui va brûler dans le marais, donc, et qui va brûler et qui va pouvoir faire des... C'est possible, mais pour l'instant, je n'ai pas d'évidence certaine de cette chose-là. Dernière hypothèse, qui a été émise par une collègue il y a quelques dizaines d'années, c'est l'explosion d'un astéroïde en haute altitude, en haute atmosphère. C'est-à-dire qu'un astéroïde qui rentre dans l'atmosphère va exploser, va former un flash thermique, et qui va envoyer alors ça peut envoyer ces flashs thermiques sur des grandes surfaces, et donc un aurait touché la Limagne. Voilà. C'est une des explications. Alors là, je suis en train de travailler dessus, et donc il faut chercher des preuves de ça, parce qu'on peut avoir des preuves chimiques, la recherche d'éléments particuliers, de choses comme ça, bien être sûr de la température. Donc c'est une piste qui est en train d'être recherchée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 7000 ans, 7700 ans, eh ben, la Limagne a été complètement incendiée à très haute température. Donc un événement catastrophique s'il en est. Ensuite, on va parler très rapidement, peut-être tout pour finir le temps des volcans, de téphras, ce qu'on appelle des cryptotéphras, c'est-à-dire des téphras qu'on voit de façon très petite, on le voit qu'au microscope. Vous voyez, c'est des photos qui ont 200 microns, c'est ces petits éléments noirs qu'on voit ici, et ici, et donc on a pu replacer, vous voyez ici, ce que j'ai appelé T2, ici ce que j'ai appelé CT Olna, et ici T4, ici. Donc des nouveaux téphras, mais qui n'étaient pas visibles de façon à l'œil nu dans les retombées. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a replacé à la fois ces téphras-là, les téphras qu'on connaît par ailleurs, donc on retrouve CF5 dont on a parlé tout à l'heure, CF7 ici, on a un téphra qu'on a retrouvé dans le Forez, mais qu'on n'a pas retrouvé en Limagne, qui s'appelle G1M1 ici, et on a un téphra qui pose un gros problème, qui est très récent, qui s'appelle le téphra de Sarliève, qu'on a ici. Et j'ai replacé ici les datations des volcans, les derniers volcans de la chaîne des Puys, en particulier la série Montcineère, Montchal, Estivadou, Pavin. Pavin étant le dernier volcan connu en activité de la chaîne des Puys. Et ici, j'ai marqué les dernières découvertes qu'on a fait sur les sites des fouilles archéologiques qui ont été faites sur le tracé de la mise à 2 fois 3 fois de la 75, et on voit par exemple que les éruptions et les cryptotéphras et le téphra G1M1 ici sont contemporaines à la fois du néolithique ancien de Pontcharrault, donc Pontcharrault étant situé à Clermont-Ferrand, hein, et à côté du Brézé, et de tous les menhirs et les foyers à pierre chauffée et les sépultures du site de Doulex qui a été fouillé au pied de la butte de Monton, là, le long de l'autoroute. Donc tout ça pour dire que les populations néolithiques, la fin du Mésolithique et du début du Néolithique ancien et le Néolithique ancien, ont été les témoins, forcément,
de ces éruptions-là, ça c'est sûr, et ont été touchés très faiblement, mais enfin, par quelques petites retombées cendreuses qui les ont touchés sur leur habitat même. Et maintenant, on va parler de la dernière période dont je voulais aborder. C'est la période la fin de la période gallo-romaine et le début du Moyen Âge. Donc dans cette période-là, on va voir qu'on a mis en évidence des séismes et des inondations dévastatrices en Limagne. Alors je vous ai mis tout un panel de photos qui montrent ces phénomènes à Sarliève, au Gravenche, ici, à Olna, à Rion, ici. Alors à Sarliève, par exemple, on a un niveau noir ici qui correspond à peu près à la période d'assèchement du lac de Sarliève, et donc la remise en eau se fait par ce niveau-là, et donc on a une datation très précise de tout ça, puisque on est presque sûr que ce niveau déformé là, il est quelque part autour du 5e siècle, 6e siècle, et de toute façon postérieur au 4e siècle, à Sarliève. Ici, j'ai mis là exactement la même chose, mais au Gravenche, où on a exactement la même chose, sauf qu'on n'est pas en milieu lacustre, mais plutôt palustre, mais on a exactement aussi donc cette déformation ici, qui est recouverte par des sables, et donc on a à la fois donc des inondations catastrophiques ici, et un séisme ici, toujours dans cette période charnière, entre 4 et le 6e siècle de notre ère. Ici, pareil, à Olna, donc on retrouve le niveau rouge en bas, mais ici on voit très bien un niveau de sable qui est déformé aussi. Et donc pareil, on a des inondations et un séisme qui se situe dans cette même charnière. Et ici, à Rion, on a un niveau gallo-romain, ici, il y avait une villa gallo-romaine ici, avec du matériel justement du 4e siècle, etc. Donc on a de la démolition ici d'ailleurs. Et ensuite, on a le séisme, avec les séismites, et puis les inondations, donc au-dessus ici. Toujours dans le même esprit, ici à Chantrane, dans la ville de Clermont même, donc ici par exemple on a un mur gallo-romain ici, avec les niveaux d'occupation et de démolition associés ici, qui ont fourni également des éléments du 4e siècle. Et ici, au-dessus, on a donc ce niveau sableux qui présente une base déformée, donc inondation et séisme. Ici, à Clémençal, donc, à la banlieue pas très loin de Clermont-Ferrand, on a, alors là, on est en contexte de versant, où on a des colluvions sombres ici, après on a des alluvions, un petit niveau d'alluvion, alors là il n'est pas déformé, ça n'a pas enregistré le séisme, mais par contre, on a à nouveau des colluvions au-dessus, donc très claires, et qui sont mises de façon boueuse, en place de façon boueuse, donc quelque chose qui s'est mis en place avec une humidité très forte qui correspond vraisemblablement à cette crise humide qu'on a ici. Pareil ici, au Cré, où on passe d'un sol noir qui est recouvert par des colluvions beaucoup plus claires et qui se sont mises en place de façon boueuse. Donc on a une crise humide qui intervient là aussi, une fois de plus, autour du 4e, entre le 4e et le 6e siècle. Donc voilà les évidences qu'on avait au niveau des stratigraphies, et donc on a la chance pour tout ça d'avoir des textes qui nous permettent de caler un peu tout ça dans le temps, puisque on a un texte qui dit la chose suivante. La 5e année du règne de Childéric II, ce qui correspond à peu près à 580 de notre ère, il y a eu en Auvergne une inondation qui causa de grands ravages. La pluie avait duré 12 jours consécutifs, et la Limagne fut tellement couverte d'eau qu'un grand nombre de cultivateurs ne purent ensemencer leurs terres. La Loire, l'Allier et les autres affluents de ces rivières s'en élèvent tellement qu'ils franchissent les bornes que jusque-là ils n'avaient jamais dépassées. Il y eut une perte énorme de bétail et de moissons, et un grand nombre d'édifices furent renversés. Voilà, donc ça, c'est ce texte-là que d'après toutes les données que j'ai et tout,
toutes les études que j'ai pu faire, alors vous voyez, on le retrouve partout en Limagne, c'est, à mon avis, ces inondations ici qui sont marquées par ces niveaux sableux partout en Limagne. Et alors, on a d'autres textes qui mentionnent les séismes. Par exemple, bon, Grégoire de Tours fait mention de tremblements de terre effrayants qui paraissent avoir été destructeurs au 5e siècle de notre ère. Donc on voit bien que, à la fois au niveau des textes et à la fois au niveau de la géologie, on a ce couple de séismes et d'inondations qui sont extrêmement destructeurs, donc des événements extrêmes qui se sont passés, disons, entre le 4e et le 6e siècle de notre ère. Et vraisemblablement, donc, plutôt vers 500, entre 500 et 600. Voilà. Voilà, je crois que j'ai rien oublié pour ça. Et je vais faire une petite conclusion sur cette dernière diapositive. Donc pour vous montrer, j'ai repris une coupe, toujours sur l'aéroport d'Olna, où j'ai mis en rouge, justement, ces événements dont on vient de parler. Donc par exemple, le niveau rouge avec l'incendie du Marais, mais juste avant, donc les dernières éruptions avec les téphras et les cryptotéphras de la chaîne des Puys, donc ici. Ensuite, on a encore une inondation ici, mais là, celle-là, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Après, on a une autre inondation, celle-ci, là, c'est celle dont on vient de parler, qui est associée au séisme donc du 4e, 6e siècle. Et j'ai mis en bleu les occupations, les niveaux archéologiques qu'on a pu voir sur le site d'Olna, donc une occupation du premier âge du fer, une occupation gallo-romaine ici, et puis au-dessus donc des séismes, ici, on a une occupation médiévale. Et bien sûr, tout à fait en haut, on a les pistes de l'aéroport. Voilà. Donc c'était pour résumer un peu, pour voir qu'effectivement, tous ces événements se sont déroulés et on a des occupations du sol à chaque fois qui reviennent après ces perturbations. Et donc, je voulais finir sur juste j'ai fait une petite conclusion que je vais lire parce que je l'avais un peu. C'est la seule chose que je vais lire. Donc la combinaison des données naturelles et archéologiques permet de montrer à quel point l'impact des phénomènes extrêmes sur les sociétés est déterminé non pas seulement par la nature des phénomènes en soi, mais aussi par la culture et la structure de la société qui l'a vécu. Pourquoi je voulais dire ça? Parce que il faut bien imaginer qu'une éruption volcanique n'a pas du tout le même impact, ni la même vision par une société moderne, par exemple, que par une société préhistorique. Par exemple, on va prendre l'éruption du volcan qui a eu lieu en Islande. Alors ça a été une catastrophe globale parce qu'on a été obligé d'arrêter tout le trafic aérien, enfin ça a été horrible, plus personne ne pouvait voyager, enfin bon. Et donc il y a eu un impact extrêmement fort sur la mentalité des gens, au niveau de la planète quasiment. Alors que c'était une éruption qui était forte certes, mais enfin qui n'était pas extraordinaire. La même éruption en milieu préhistorique aurait pas du tout eu même le même impact. À part pour peut-être 2-3 tribus qui étaient à côté du volcan, mais imaginons une tribu qui était ici, on n'en aurait jamais entendu parler. Donc du coup l'impact d'un phénomène ça dépend de la mentalité et de la société dans laquelle intervient ce phénomène. Et puis pour illustrer cette petite pensée, j'ai mis plusieurs petites photos ici. Donc ici on a deux photos qui sont une peinture et une gravure qui sont extraites de la grotte Chauvet, donc il y a 34 000 ans, et qui sont interprétées comme étant des éruptions, des panaches éruptifs. Vous voyez ces gerbes ici on en a ici, comme ça. Ici, et donc des éruptions qui ont, alors il y a eu beaucoup d'articles de faits là-dessus, et qui sont interprétés comme étant les éruptions qu'ont vues les hommes préhistoriques qui ont gravé ces choses-là dans la grotte Chauvet, et que c'est des éruptions qui ont eu lieu en Ardèche, et qu'on a pu replacer, parce qu'on sait qu'à vers 34 000 ans, on a une éruption d'un puits dont le nom m'échappe, mais enfin bon, en Ardèche, donc qui sont très près
la grotte Chauvet. Donc voilà la vision d'une éruption volcanique par l'homme préhistorique. Et ici, une autre vision d'une éruption, c'est en Anatolie, donc un dessin d'un village néolithique qui est surmonté par un volcan en éruption sur le site de Catalulco. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a entre 8 et 7000 ans. Et ici, donc pour changer un peu des volcans, parce que bon, j'ai beaucoup parlé de volcans, mais ça, c'est un peu ma déformation, quoi. Et là, j'ai quand même mis l'empreinte d'un sceau de la civilisation akkad, donc en Mésopotamie, qui montre une représentation de ce qui est interprété comme étant une représentation du déluge, avec donc la mer ici, enfin l'eau ici, et puis un bateau avec un personnage, un animal, et ici un signe cunéiforme, en particulier avec ce signe-là, qui est le signe de Dieu, en fait. Et donc, on voit que sur une civilisation, un phénomène important, comme des inondations, ont pu donner lieu à la naissance de mythes, de choses comme le mythe du déluge, etc. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Gérard pour cette très intéressante conférence. On vous écoute pour des questions. Merci beaucoup déjà pour l'exposé, c'était passionnant. Et j'ai lu dans un livre de Maurice Kraft que j'ai ici, un livre tout simple, Les Feux de la Terre, pardon, à lire absolument si vous n'avez pas déjà fait ça. Maurice Kraft parle de sidoine apollinaire et de tremblements de terre à Vienne. Tout à fait. Et après aussi de montagnes qui crachent du feu au 5e siècle. Voilà. Je ne sais pas si c'était des volcans italiens ou autres. Voilà. Oui, alors j'ai cité Grégoire de Tours, mais effectivement pour les inondations, Sidoine Apollinaire aussi a écrit des choses aussi, et qui sont effectivement des choses à mettre en relation avec ce que j'ai montré. En revanche, pour ce qui est des éruptions, des montagnes qui crachent du feu, par contre là on est vraisemblablement pas sur des éruptions auvergnates. Voilà. Mais ça, il faut dire aussi que pour revenir sur le problème de ces dernières éruptions, il y a eu aussi, dans les années 60-70, des mauvaises interprétations aussi de séquences sédimentaires en Limagne, qui ont voulu voir des éruptions historiques. C'est-à-dire, en particulier, vers le bronze ancien, vers le secteur du Brézé, tout ça, il y a eu des séquences qui ont été interprétées comme ça, et en fait, on s'est rendu compte après que c'était des cendres, mais qui avaient été remaniées. Donc, voilà. Pour l'instant, les dernières éruptions enregistrées, de façon certaine, c'est celles que je vous ai montrées ici. Donc là, les volcans, le Pavin, hein. En ce qui concerne les volcans eux-mêmes, c'est ceux-là. Et en ce qui concerne les téphras, c'est la téphra de Sarliette, dont on ne sait pas d'où elle vient, mais qui est très récente. Mais si ça se trouve, elle ne vient pas de la chaîne des Puys. Hein. Ça peut être une téphra qui vient d'un autre secteur. Et le téphra G1M1, qui est dans le Forez, et qui est très net et qui est incontestable, et qui est très récent aussi, puisqu'il correspond au néolithique moyen. Là, pour l'instant, on pense qu'il pourrait provenir de la chaîne des Puys, mais on n'en est pas sûr non plus. Donc voilà. Par contre, le téphra qu'on a découvert, donc le cryptotéphra qu'on a trouvé à Sarliève, donc T4 et T2, eux sont des téphras qu'on peut raccrocher assez facilement aux éruptions de la chaîne des Puys. En particulier, par exemple, le T2 pourrait très bien être les éruptions des puits de la Vache et de la Solace. Je pense, parce que le Pariou est beaucoup plus important au niveau des quantités, et ça correspond plutôt à l'éruption que j'ai qualifiée, au téphra que j'ai qualifié de C6 ici. Voilà, et par exemple le téphra T4, pour l'instant, je suis en train de travailler dessus aussi, et il y a de fortes chances que ça soit en fait le téphra qui provienne du Mont Sinaire, ici.
parce que le chimisme serait à peu près compatible. Et donc on aurait l'éruption du Mont Sinaire qui interviendrait au même moment de l'occupation du néolithique ancien de Pontcharrault, et les premiers menhirs sont édifiés dans le site de Doulex à Vermonton. Merci. Juste une petite question de détail, j'ai pas entendu la surface de la zone rouge. De là. De la zone rouge. Ah, alors la surface qu'on a en continu certaine, puisqu'on l'a décapée à Aulnat, lors de la fouille qu'on a fait à Aulnat, on l'a eu de façon certaine puisqu'on l'a vu, sans conteste, on a à peu près 2 hectares de superficie. Et par contre, après, si on prend des points qui sont des points de sondage, donc on peut toujours imaginer des interruptions entre ces points. Mais maintenant, on commence à avoir beaucoup de points, et comme on l'a vu sur la carte, voilà, on l'a vu sur la carte, ça dessine quand même globalement le marais de Limagne. Donc je ne veux pas dire par là qu'il était à l'origine partout dans le marais, mais enfin il était dans beaucoup de secteurs du marais. Ça c'est clair. Parce qu'on voit, par exemple, ici, vous voyez, sur cette photo, on voit très bien que là, il est là, et là, il est là, et là, il disparaît un peu. Mais c'est une disparition qui est due à un problème de post-dépôt. Donc, il a été râpé après. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'était pas. Donc, le fait qu'il était en continu sur des très grandes surfaces, à mon avis, est indiscutable maintenant. Voilà. Merci Gérard. Une autre question? Bonsoir. Vous nous avez parlé de séisme avec des strates qui étaient très esthétiques en plus, j'ai trouvé. Oui. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'ordre de grandeur auquel on pouvait qualifier la magnitude de ces séismes? Et est-ce qu'on sait si ça a pu émettre beaucoup de dégâts sur les populations qui pouvaient être présentes, voire faire déserter même des villages? Voilà. Merci. Alors, effectivement, lorsqu'on voit les déformations ductiles, là, on est tenté de dire on doit pouvoir quantifier la puissance du séisme. Mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, en particulier la viscosité du sol au moment que ça se produit, la granulométrie des différentes couches, etc. Donc, ça a été fait sur certains cas, mais c'est des études qui sont assez complexes, que je n'ai pas fait. Donc pour l'instant, je n'ai aucune idée de la force réelle du séisme. En revanche, les destructions, oui, on a des éléments qui peuvent être dus à ces séismes, qui ont été observés malheureusement de façon assez rapide à l'époque, on n'a pas fait trop attention, mais dans certains gisements, dans certains sites gallo-romains, en particulier, j'avais fait il y a très longtemps un diagnostic à Sébaza, sur lequel j'avais trouvé un mur effondré, mais qui était effondré vraiment comme un mur qui s'effondre au moment d'un séisme, pas un mur qui s'écroule tout doucement comme ça. Donc il y avait cette observation-là, et il y avait aussi un mur qui avait été observé sur une villa dont le nom m'échappe, Maréchal, merci. Voilà, sur la villa de Maréchal, où il y avait et que moi à l'époque malheureusement j'avais pas vu, et puis moi j'étais pas intervenu directement sur cette opération, mais d'après ce que j'ai lu dans le rapport, etc., et les photos que j'ai vues, là aussi ça pourrait bien être dû à un séisme. Voilà, donc effectivement, et l'abandon de ces sites, comme je vous ai montré là sur les photos. Alors, il y a celui d'Orion, ici en bas, là où on voit très bien, on a un niveau d'abandon du site, qui a fourni de la céramique, qui est le 4e pour les plus récents. Et après, tout de suite, après, on a quasiment le séisme qui intervient. Donc, et après, là, pareil, là, à Chantrane, on a un beau mur gallo-romain, avec la démolition ici. Et après, on a le séisme qui est juste au-dessus, quoi. Il se passe pas beaucoup de temps entre les deux. Voilà.
Bonjour et merci encore. J'avais deux questions. Alors une en rapport avec la question précédente dont on a essayé de discuter ensemble. Est-ce que à cette échelle de temps, on peut envisager une classification sur l'échelle MSK de l'impact du séisme, ou c'est une échelle beaucoup trop loin? Peut-être. Franchement, je sais pas. Mais je pense que oui, on doit pouvoir le faire, mais ça demande, comme je disais, de faire une étude très précise. Moi, j'ai des articles sur lesquels ça a été étudié, l'amplitude de la déformation, etc., l'amplitude en hauteur et puis aussi de l'onde. On peut arriver à le calculer, mais ça demande une connaissance extrêmement fine des sédiments, de la teneur en eau du sédiment au moment où ça se produit, etc. Et ça a été fait, hein, ça a été fait, c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Ma vraie question, du coup, c'est plutôt en rapport avec le lac Pavin. Alors là, aucune conséquence. Enfin, pour l'homme, ma question, c'est plutôt, vous avez cité le lac Pavin comme faisant partie de la chaîne des Puys. Certains le mettent en dehors de la chaîne des Puys. J'aimerais en fait juste avoir votre avis. Ah oui, alors, qu'est-ce qui le raccorde à la chaîne des Puys et qu'est-ce qui le raccorde pas? Oui, alors c'est un grand débat entre nous, entre volcanologues. Est-ce que c'est vraiment encore la chaîne des Puys? Est-ce que c'est plus la chaîne des Puys? Il y a les deux écoles. Mais bon, alors, si vous regardez par exemple la carte de la chaîne des Puys, pour simplifier le débat, on a mis un truc très, très simple, l'ensemble Montcinaire, Pavin, on a mis ça dans les volcans périphériques. On se mouille pas trop, quoi. On le rattache à la chaîne des Puys, tout en étant périphérique, voilà. Mais bon, ceci dit sans rire, on peut quand même plus le rattacher à la chaîne des Puys au niveau strictement volcanologique, parce que bon, il faut bien imaginer qu'il y a un petit réservoir qui va se remplir et qui va faire les éruptions donc, de cet ensemble-là. Et il est très vraisemblable que ce petit réservoir qui va se re-remplir tardivement est lié au réservoir principal de la chaîne des Puys. Enfin, c'est mon avis, voilà. Je reviens sur les hommes, du coup, avec notamment les dépôts de cendres. C'est vrai qu'on en a parlé, ils perçoivent pas les choses de la même façon. Et puis, j'aurais tendance même à me dire, je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre à ça, ils seraient peut-être attirés par ces zones où des nuées ardentes ont dévasté les forêts et puis ça crée des plaines remplies de rocs. Les sols sont fertilisés par les minéraux et les cultures poussent mieux. Enfin, ce serait intéressant peut-être d'avoir un avis là-dessus. Ah oui, oui, bien sûr. Alors là, j'ai pris le côté catastrophique des choses, mais il faut bien comprendre que le volcanisme a été extrêmement bénéfique pour l'humanité, hein, et continue à l'être d'ailleurs, même dans certaines zones. Alors je vais partir même depuis l'origine de l'humanité. Les premiers outils, l'humanité est née au milieu des volcans, hein, donc les premiers outils, bon, comme vous le savez, c'est juste un galet qui est cassé, enfin un bloc qui est cassé. On s'est rendu compte sur des sites africains, dans le rift africain, qui est donc directement lié avec des éruptions volcaniques, qu'on a des outils, enfin ce qu'on interprète comme des outils qui ont été utilisés, tout du moins. On n'est même pas sûr que ce soit l'homme qui les ait taillés. C'est peut-être des choses qui ont été fracturées lors des éruptions et que l'homme, les premiers qu'il a vu ça, il l'a pris, il l'a utilisé. Et ça, on en a la preuve en Auvergne, puisque dans des éruptions de plus d'1 million d'années en Haute-Loire, on a ce qu'on appelle des téphrophractes, c'est-à-dire dans des coulées pyroclastiques, on a des éléments donc, de granit, de choses comme ça, de gneiss, de machins comme ça, qui sont percutés dans la nuée ardente et qui forment des objets qui ressemblent vraiment à des outils primitifs. Et ça a été étudié par un collègue à l'époque qui avait fait ça, et il a étudié les angles d'impact, etc. On peut arriver à démontrer que c'est pas une taille humaine, d'autant plus il faudrait imaginer que le mec il a taillé sous le souffle volcanique, ce qui est un peu délicat. mais ce qui est très intéressant, c'est que ça forme des objets qui sont coupants, comme des premiers outils. Et donc on peut imaginer, mais ça c'est de l'imagination, mais quand même, c'est quand même troublant. On peut imaginer sur les premiers sites un hominidé qui va récolter ses premiers... Il les trouve déjà tout taillés, il va les ramasser, et puis il va essayer de les imiter.
c'est forcé. Donc bon, ça c'était pour le côté le plus ancien. Et puis ensuite, évidemment, même pour ces périodes très anciennes, par exemple en Haute-Loire, on sait très bien, par exemple comme le site de Soleillac, qui est le plus ancien site préhistorique d'Auvergne hein, et même de France, on sait très bien que si l'homme s'est implanté là, c'est parce qu'il a été attiré par une zone qui était propice à son implantation. Et il s'est implanté où? Il s'est implanté sur une berge, dans un cratère volcanique, où les animaux venaient boire, etc. Et il y avait de l'eau, il y avait tout ça. Donc ça a fourni à l'homme des sites propices à son installation. Ensuite, pour des périodes un peu plus récentes, il y a eu tous les abris sous roche qui sont tous en Haute-Loire, dans le Puy-de-Dôme, enfin, sous des coulées volcaniques. Donc, effectivement, ça donne des zones propices à son installation. Ça donne des matières pour tailler. Alors là, vraiment, on a des outils qui sont taillés dans les roches volcaniques, on a des choses. Après, pour la période néolithique dont vous avez parlé, effectivement, les sols volcaniques sont très connus pour leur très grande richesse pour l'agriculture. Par exemple, en Indonésie, où on a des volcans qui sont extrêmement destructeurs, mais vraiment, alors nous, à côté, c'est de la rigolade, mais l'homme, il s'implante, il revient tout le temps là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il fait 3 récoltes dans l'année sur ces sols-là. Alors bon, il revient. Et puis, on n'a pas parlé du tout, en plus, alors dès qu'on arrive sur ces périodes-là, on en a pas, enfin, je l'ai abordé un tout petit peu avec les petites choses que j'ai mis à la fin, mais le côté spirituel de la chose. On sait très bien, par exemple, justement, on revient à l'Indonésie et tout, on a les gens qui ont fait des volcans des dieux, etc. Et donc ils vont faire des offrandes aux dieux et tout. Il y a une relation très très intense avec le volcan, avec de l'homme et le volcan. C'est mon sujet de thèse et puis de l'eau, donc je vais un peu regarder ça. Et moi qui ai beaucoup travaillé aussi en Italie et en particulier à Naples, je peux vous dire que les Napolitains, s'il n'y avait pas le Vésuve, c'est très 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 particulier la relation qu'ils ont avec, parce que d'une part ils savent que c'est dangereux et donc ils en ont peur, mais il y a toute une religiosité avec San Gennaro, il y a la liquéfaction du sang de San Gennaro s'il y avait avoir une éruption du Vésuve, enfin, il y a des tas de trucs, c'est très très intéressant. Donc l'homme et le volcan est très intéressant, et le volcan ne fait pas que du négatif pour l'homme, mais fait du positif, ça c'est certain. Voilà, rapidement. Mais il y en aurait beaucoup à dire. Et du coup, la prochaine, Pardon? le prochain événement cataclysmique, vous n'avez pas une petite info? Ça. Alors, bonjour. Je t'ai pas pu te dire bonjour tout à l'heure. Et quel est l'impact sur la ville romaine, enfin sur la fin de la ville romaine? Quel est l'impact de ces séismes? Comment sont comportés les monuments? Est-ce que tu sais, enfin d'après... Sur la ville romaine, Oui, au 5e, 6e, même si ouais. les monuments avaient été en partie démontés. Oui, pour ça le on sait rempart. qu'il y a eu des destructions, c'est Ouais, sûr, ouais. puisque c'est signalé par les textes, mais après l'impact réel, Ben, je sais pas, dans les monuments qui restaient, est-ce qu'il y a eu des démolitions, des reprises? Moi j'en ai jamais vu, mais à part ce qu'on a cité tout à l'heure, là, quelques cas rares, mais on n'a pas d'exemple. Puis, oui, ça a été très perturbé par la suite aussi. Ouais. Après, peut-être ça a été repris. Bon, non, je sais pas non, on ne sait pas. En fait, on sait pas. C'est vrai. Bien, s'il n'y a plus de questions, il nous reste à remercier très chaleureusement Gérard. C'était absolument passionnant.